à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors les amis, si vous suivez le Maybe, vous savez qu'on fait souvent des émissions. On a plusieurs centaines d'émissions enregistrées. Et nous avons déjà enregistré pour le Maybe ou pour d'autres médias. Mais je vous admets que cet après-midi, je suis quand même dans mes petits souliers, puisque nous avons la chance et le plaisir, l'honneur de recevoir Sylvie de Toliaz et Claude-Charles Fourier. Sylvie, Claude-Charles, comment allez-vous? Très bien. Jusqu'à maintenant, très bien. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravi de pouvoir discuter avec vous et proposer cette émission à nos spectateurs. On se voit dans le cadre de la sortie de Connexion, votre nouvel ouvrage. C'est un pavé physique réellement, mais c'est également un pavé dans la mare. Je vous le dis franchement, les amis, vous ne sortirez pas indemne de la lecture de ce livre. C'est vraiment un livre très profond, très intéressant. Je vais présenter Sylvie pour ceux qui ne la connaissent pas. Sylvie, vous êtes docteur en biologie moléculaire, directrice de l'Institut suisse des sciences néotiques, l'INSNOE, une fondation reconnue d'utilité publique qui se consacre à l'étude de la conscience à travers les états modifiés de conscience non ordinaires. Claude-Charles, vous êtes psychothérapeute à l'INSNOE, spécialisé dans les états modifiés de conscience non ordinaires depuis plus de 30 ans. C'est une présentation très résumée, mais c'est vrai que quand j'ai parlé de cette émission, souvent, ce qu'on m'a demandé, c'est bien qu'est-ce que la noétique? Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est la noétique? C'est assez simple. En fait, la noétique, c'est toutes les études qui se rapportent à la conscience. En fait, toutes les recherches qui se rapportent à la conscience. C'est un terme qui est plutôt usité dans le monde anglophone, pas tellement dans le monde francophone. Et ça implique en général quand même vraiment une approche assez multidisciplinaire, aussi bien scientifique, mais avec un aspect, une composante spirituelle, voilà, où on n'exclut pas le spirituel. Alors c'est vrai que noétique, c'est un mot qui interroge, hein, donc là je trouve que vous l'avez très bien défini. Et quelque part, s'il interroge, je me dis aussi que c'est peut-être qu'on est dans un monde très matérialiste aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. On va dire à notre goût, mais bon, c'est pas en train de changer. Alors pour ceux qui vont lire ce livre, c'est sûr que le monde va changer, là on est d'accord. Hein. Je voudrais lire un court passage de votre livre. En page 94, j'ai trouvé que c'était un passage qui résumait assez bien, peut-être l'étincelle de départ qui vous a fait écrire ce livre. En page 94, vous dites en commençant l'écriture de ce livre, notre objectif premier était donc de montrer l'étendue de ce phénomène, la multitude de formes qu'il peut prendre, et après avoir défini le comment, d'essayer de comprendre pourquoi il se produit. Notre ambition n'était pas de monter un protocole scientifique au sens strict du terme, comme pour les out-of-body experience, car dans le cas présent, il nous semblait vain d'essayer de démontrer formellement la réalité de ces expériences multiformes. Il s'agissait avant tout d'un travail exploratoire. Malgré tout, notre étude s'inscrivait dans une démarche scientifique, même si dans ce cas, nous en connaissions les limites. Cependant, au fil des rencontres et des entretiens, les choses ont évolué, nous avons évolué. Le véritable but de ce livre s'est redéfini, éclairci, révélé au travers des nombreuses communications qui l'ont nourri. En fait, plus nous avancions dans cette étude, plus nous éprouvions la sensation étrange de n'être pas tout à fait seuls aux commandes. Ça, c'est quand même un passage très intriguant et très énigmatique. Bah oui, on a essayé de construire le livre un peu comme le dernier, c'est-à-dire qu'on aime bien emmener le lecteur avec nous, en fait, un peu dans notre démarche et dans les différentes étapes par lesquelles on passe, parce que c'est vrai que c'est à vivre, c'est très fort. Les gens ne se rendent pas forcément compte quand on fait un compte-rendu d'une expérience scientifique ou même quand c'est des phénomènes étonnants. Si nous, on ne parle pas de ce qu'on a ressenti, les gens ne le savent pas forcément, mais on n'est pas du tout blasé. Et c'est vrai qu'on a essayé de montrer qu'on est passé par plein d'interrogations, Après, petit à petit, on est entré nous-mêmes dans une forme de ressenti. Et c'est vrai qu'il y avait depuis le début, hein, cette sensation assez bizarre d'être poussé déjà à écrire ce livre. Ouais. Et ensuite, de ne pas pouvoir l'orienter forcément comme on aurait voulu l'orienter. Ça, c'est vrai. Quand on est scientifique, enfin, en tout cas, on a une démarche scientifique et que
voilà, même si on est rodé quand même et très averti de tous ces phénomènes. Et ça correspondait aussi assez à des étapes personnelles. C'est pas juste écrire ce livre, c'était se mettre en accord avec ce qu'on allait mettre dans le livre. Ouais. Et ça venait venir même, puisque ça venait de nous, mais ça venait aussi apparemment d'ailleurs. Il y a un moment où nous-mêmes, on devait être dans une forme de connexion pour, voilà, pour transmettre ce qui devait être transmis, en fait. Ouais. Même si on n'a pas les mêmes capacités que les 9 personnes qu'on... On va y venir. Alors, pour la petite histoire, j'écrivais connexion avec CT. Je croyais que vous aviez mis un X pour justement la croix, la connexion, le contact. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui avais tort. Connexion avec CT, c'est en anglais, mais en langue française, ça s'écrit avec un X. Oui, on pourrait croire le contraire. Voilà, et puis le X, il exprime bien... Exactement. Le lien. Alors c'est vrai qu'en lisant votre livre, en suivant le cheminement que vous avez eu avec ces expérienceurs, en tout cas ces channelers, vous nous direz quel terme vous pensez le plus adapté. Je me disais qu'il y avait plus vraiment de champ physique d'exploration. On a cartographié notre planète, on la connaît bien. L'espace est encore trop loin pour qu'on puisse l'explorer à court terme. Il reste quoi ? Les champs du possible et du peut-être, justement, ces champs noétiques. Donc en quelque sorte, vous êtes des néo-explorateurs, bien que vous indiquiez dans le premier chapitre, état des lieux, bien qu'en fait, ces champs d'exploration, l'homme a toujours essayé de les explorer d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a beaucoup exploré tout ce qui est du domaine du matériel, justement, ce qui est visuel, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut mesurer. Mais il reste tout ce qui est invisible, en fait, toutes les dimensions invisibles. Et c'est sûr qu'on n'est pas du tout les premiers. Hein. L'homme a, de tout temps, essayé d'entrer en contact avec ces dimensions invisibles. Hein. Les chamans, ça existe depuis toujours, depuis l'aube de l'humanité. Et tu veux dire quelque chose ? Mais je voulais dire, même dans le monde du visible, d'ailleurs, sans arrêt, on va toujours plus loin que le visible d'hier. Même dans le cosmos, par exemple, le nouveau télescope permet de voir ce qu'on ne voyait pas quelques années en arrière. Donc même dans le visible, on est toujours en train de repousser des limites. Et dans l'invisible, alors on s'aperçoit même qu'on ne peut pas les repousser des limites parce qu'il n'y a pas de limites. Ouais. Mais nous, ce qu'on a voulu faire, justement, on n'est pas les premiers. Il y a plein de gens qui, en fait, explorent cet invisible ou qui sont en contact, qui interagissent avec cet invisible. Nous, ce qu'on a voulu faire à la base, l'idée, c'était déjà d'essayer de cartographier un petit peu tout ça, de faire un petit peu le ménage, parce que c'est vrai qu'il y a un peu à boire et à manger quand même. Faut quand même dire qu'on touche à un sujet qui est quand même très, très, très connoté, très délicat, très vite New Age et très vite du n'importe quoi, pour être clair. Donc l'idée, c'était aussi, voilà, est-ce qu'on peut en dire quelque chose de sérieux? Est-ce qu'on peut quand même s'y intéresser de manière sérieuse et voir qu'il y a quand même quelque chose qui ressort de tout ça? Mais c'est vrai, alors... Faire quelque chose de sérieux dans un monde qui n'est pas vraiment sérieux. Oui, qui est un peu foufou, on va dire ça. Hein. Alors, je vous rejoins, c'est vrai que ce sont des domaines où il y a à boire et à manger. Vous le dites d'ailleurs dans le livre. Hein. J'aime bien ce mot d'esprit qui dit que la religion est née quand le premier mythomane a rencontré le premier naïf. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de débordements, de gens qui essayent d'exploiter la détresse ou l'interrogation humaine, c'est évident. Mais à travers l'état des lieux que vous faites, on voit que beaucoup de personnages très intelligents, très célèbres, très cultivés, se sont penchés sur le sujet. Je pense à Victor Hugo, à Flammarion, avec le mouvement Spirit qui a commencé dans les années 1850. Mais j'ai l'impression que la science a un peu étouffé ces mouvements-là au début des années 1900. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là. Dans le paragraphe où vous abordez la façon dont la science se penche sur ce domaine, eh bien, en fait, vous indiquez qu'il y a très peu de choses au final. Non, et c'est vrai que par le passé, elle s'est penchée sur ces phénomènes. À la fin du 19e, début du 20e, il y a eu quand même des études qui étaient sérieuses. Je veux dire, les scientifiques qui se sont
intéressés à ces phénomènes. On parle aussi de Charles Richet, qui était quand même un prix Nobel de médecine. Ils avaient une approche qui était très rigoureuse. C'était pas, on aurait tendance à penser que c'est des gens qui étaient un peu naïfs, mais pourquoi ils auraient été plus naïfs à leur époque que nous? Et ils prenaient énormément de précautions et ils n'arrivaient pas à expliquer ces phénomènes. Et le problème, c'est que en science, il faut qu'on puisse faire une théorie. Et voilà, on observe des phénomènes et à partir d'un moment, on pose des hypothèses, on essaie de les vérifier et il faut qu'on puisse théoriser là-dessus. Et le problème avec tous ces phénomènes, c'est que pour théoriser dessus, on est obligé de faire éclater ce paradigme matérialiste. Et du coup, ben, on s'en est désintéressé, en fait. On a préféré voilà, ne plus commencer à tourner ça en dérision. Et petit à petit, voilà, c'est tombé en disgrâce et tout scientifique qui s'y intéressait est devenu complètement suspect parce que ça avait des implications qui étaient trop importantes. Et comme tout le reste fonctionne assez bien, c'est vrai que le paradigme matérialiste, ben, il nous a permis une tonne d'innovations, il nous a permis d'aller sur la Lune. Il nous permet toujours, d'ailleurs. Il nous permet toujours, il a amélioré nos vies, etc. Donc, dans la balance, c'était pas facile. Hein. Faut aussi, il n'y a pas non plus jeter la pierre forcément aux scientifiques. C'est compliqué de remettre en question un paradigme. Mais disons qu'en tout cas, à l'époque, ça n'a pas été suffisant. Toutes ces études n'ont pas été suffisantes pour le remettre en question. Et bon, actuellement, ça reprend un peu, mais c'est toujours difficile. Enfin, ça reste très difficile. Il y a des résistances énormes, on va dire. Oui, c'est pour ça que pardon, Claude Charles. Non, rien, je disais juste, je pense que dès qu'on passe dans l'invisible, il y a l'inconnu qui est là et donc ça fait peur. Oui, puis le problème, c'est qu'on n'a pas les outils, on n'a pas les outils de mesure. C'est qu'on peut mettre en évidence un phénomène, on peut observer quelque chose, mais après, on ne peut pas aller plus loin. On ne sait pas comment les mesurer. Et puis, voilà, on bute, on sait quoi l'étape d'après. En fait, on ne sait pas. Alors après, on entre dans des interprétations, forcément, de ces résultats, et puis on peut les interpréter voilà, selon le paradigme en place, ou alors en remettant tout en question. Il y a une nécessité de transposer tout ça de concret, et parfois c'est trop complexe. Vraiment de mettre ça concret. On le voit d'ailleurs tout au long du livre. On navigue toujours entre cette notion de l'abstraction et du concret. Hein. C'est pas possible. Et donc, on touche quelque part aussi les limites de compréhension du cerveau humain. Donc, dès qu'on va trop loin, tant qu'on est bien dans le cerveau, on va trop loin, mais à un moment, il y a une butée, on ne peut pas franchir. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'ambigu. On en discutait justement lors d'une émission avec l'universitaire Renaud Évrard, qui s'étonnait lui-même que même quand des publications de qualité sont publiées, eh bien, la science ne s'en empare pas. Elle a vraiment peur de ces sujets-là, mais est-ce que c'est pas un défaut actuel de la science, cette obligation de résultats rapides, un peu comme notre monde d'aujourd'hui, de devoir publier, obtenir des choses concrètes, alors que ces domaines de recherche nécessitent du temps, du recul, et que les résultats immédiats sont difficilement escomptables. Oui, totalement. C'est même dramatique parce que ça amoindrit la qualité des recherches qui sont menées parce qu'il y a une telle pression sur les chercheurs pour obtenir des résultats qui vont être publiables. Donc, il faut qu'ils passent les critères actuels pour pouvoir ensuite avoir des financements, pour que les financements soient renouvelés. Il y a une espèce de spirale infernale qui fait que les scientifiques ne prennent plus de risques. Il n'y a pas, en tout cas, moi je vois dans mon domaine qui est la biologie, on prend absolument aucun risque. On continue à faire des choses, voilà, simplement on refait, on va un tout petit peu plus loin, mais on va, si quelque chose, tout d'un coup, on a un résultat qui sort complètement du cadre et qui pose question, on ne va pas forcément aller voir. Moi, j'ai pu voir pendant mes années de recherche, parce que c'est trop risqué, on n'a pas le temps. Il faut que ça soit rentable. Et du coup, on passe peut-être à côté de toutes les anomalies, du coup, vont pas être prises en compte, alors que ce sont les anomalies qui font avancer la recherche. Et là, c'est un gros problème. Et ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place depuis quelques décennies. Et je ne sais pas quand on en sortira, mais c'est vrai que c'est un gros problème. C'est aussi assez étrange de remarquer que même dans les domaines des religions, ça ne bouge pas. Tout est établi depuis des siècles.
et on ne bouge plus. Il y a pas, on ne cherche pas plus loin que ce qui est dans le dogme. Et malheureusement, c'est aussi un frein, ça, sur l'état psychologique des êtres humains, c'est quand même un frein, ça. On ne va pas plus loin, on connaît déjà tout. Pour aller plus loin, il faut de l'énergie, il faut l'impulsion, il faut des moyens. C'est loin d'être facile. Donc c'est pour ça que je trouve vraiment que ce livre est un travail exploratoire, tel que vous le définissez. C'est important. J'aime bien cette phrase de Jacques Berger qui disait: nous ne sommes que des casseurs de cailloux, d'autres feront les routes. C'est un petit peu ça aussi. Exactement. C'est bien ça. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, on a fait pendant 10 ans, plus de 10 ans même, on a travaillé sur les sorties hors du corps. Ouais. On a obtenu pour nous des résultats qui étaient vraiment convaincants, qu'on n'était pas en phase d'hallucination. C'était pas suffisant justement pour être publié dans une revue scientifique, parce qu'il fallait un organisme indépendant, il aurait fallu des observateurs externes, il aurait fallu refaire. Bon, on a eu des problèmes d'argent, on a dû arrêter. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, mais est-ce que nous, on a envie de repasser 10 ans à obtenir cette fameuse preuve qui peut-être ne sera pas entendue? Parce que, comme le disait Renaud Evrard, actuellement, c'est vrai, quand il y a une bonne étude qui met en évidence ces phénomènes, ça n'a aucun impact, puisqu'il y en a des bonnes études, il y en a eu dans la télépathie, dans d'autres domaines, ça n'a aucun impact. Alors, est-ce qu'on a envie de repasser encore 10 ans ou on va laisser ça à d'autres? Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a publié ça sous la forme d'un livre en disant, voilà, si ça vous intéresse, continuez. Mais c'est vrai que nous, on a envie de continuer à explorer et de défricher d'autres phénomènes comme celui dont on parle maintenant. Oui, là, c'est un peu personnel comme point de vue, parce que bon, nous, quelque part, on y est arrivé au bout de ce qu'on voulait. Non, si, on avait découvert les choses. Après, il fallait faire comprendre et admettre aux autres qu'on avait découvert. Donc, pour nous, ça y est, il fallait tourner la page. Ouais. Moi, j'aurais été plus loin. Ça, c'est ton point de vue. Moi, j'aurais été plus loin. Pour moi, on a mis en évidence le phénomène, mais on n'a pas prouvé la délocalisation. Ah non, on ne l'a pas prouvé. Non, mais on s'est bien prouvé à nous-mêmes. Ah oui, mais alors voilà, mais scientifiquement, on ne l'a pas démontré. Après, là, je parle en être humain. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que quand on mène nos recherches, on a des candidats qui sont souvent incroyables de par leur capacité, et il se passe plein de choses, en fait, autour des protocoles, hors séances protocolées, qui nous ébranlent beaucoup. Mais malheureusement, voilà, à part nous ébranler nous, voilà, on peut le raconter, mais ça ne va pas avoir un impact suffisant, en tout cas sur les scientifiques. Mais c'est vrai que nous, voilà, on avait nos propres réponses et ça faisait partie de la. Pareil, il faut qu'on aille toujours plus loin, plus avant. Et là, bon, pour nous, ça y est, on était. Oui, pour nos réponses personnelles, on les avait. Voilà. Ça, enfin, c'est le genre d'ouvrage qui peut tout à fait créer des vocations, quand même, on va le dire. Lequel? Alors, vous parlez duquel? De connexion? De connexion, oui. Ben, espérons aussi que c'est un peu l'idée aussi, c'est d'éveiller les gens, enfin, d'ouvrir des pistes, d'éclairer un peu le chemin. Éclairer un peu le chemin, c'est plus joli. D'éclairer le chemin. Vous avez un chapitre dans le livre, on va dire préparatoire. C'est ça que j'aime aussi dans ce livre, c'est qu'il est très bien construit. Un chapitre que vous avez appelé Les Voix. Alors moi, c'est un chapitre qui m'a particulièrement intéressé parce que j'ai entendu une voix dans un moment particulier de ma vie qui m'a dit d'aller à un endroit, et j'y suis allé parce que j'avais pas le choix vu le caractère péremptoire de la voix. Et à cet endroit, j'ai rencontré ma femme, donc voilà, je me suis dit, j'ai bien fait d'écouter cette voix. Je pense que vous avez dû rencontrer plein de gens, vous allez rencontrer plein de gens qui, à la lecture de votre livre, vont dire, moi, il m'arrivait ci, il m'arrivait ça, et ce genre d'expérience arrive à beaucoup de gens. Simplement, ce n'est pas spécialement dit ou su ou raconté au grand public. On raconte pas ça facilement. Enfin, j'imagine que vous le racontez pas en soirée forcément. La première chose que vous allez raconter. Quoique là, c'est joli parce que c'est la rencontre de votre femme, donc il y a un côté quand même vraiment romantique. romantique. Nous, on a toujours un exemple assez concret qu'on cite parfois, c'est cette personne qui était dans les magasins Tati, rue de Rennes, et puis à Paris, puis qui a entendu une voix qui lui disait sors vite, sors. Alors il a obéi et juste il était sorti, il y a eu l'explosion qui a fait beaucoup de ça lui a sauvé la vie. Et là,
là, c'est vraiment, c'est frappant comme phénomène. Justement, on va entrer dans la mécanique de ce livre. Vous avez décidé de, alors j'aime pas le terme, hein, mais de sélectionner ou en tout cas de travailler avec différentes personnes. Comment vous les qualifiez? Vous Ce sont des channelers, des experienceurs? Pour vous, c'est quoi le bon terme? Ouais, moi, pour nous, on les a appelés des personnes réceptrices. C'est bien Ouais, aussi. pour être le plus neutre Oui. possible, parce que Chandler, voilà, ça a toujours cette connotation. Voilà. Donc voilà, on s'est dit, on va inventer un terme. Il est un peu long, mais personne réceptrice. Voilà. Ouais, c'est un bon qualificatif parce que vous expliquez que ce qui est un récepteur, ce qui est l'émetteur, le message. Donc c'est vrai que personne réceptrice, bah, c'est un processus assez long, assez difficile cette sélection. De sélectionner les gens? De sélectionner les personnes. Pas tant que ça, parce que finalement, on a pris essentiellement des gens qu'on connaissait depuis de nombreuses années, voilà, et dont on avait pu s'assurer déjà de la bonne foi, de la santé mentale, de leur authenticité, oui. Voilà, de leur authenticité, et puis voilà, qu'elles avaient une vie normale, que c'était un phénomène, voilà, qui était survenu dans leur vie. Elles s'étaient posé beaucoup de questions aussi, qu'elles avaient beaucoup douté elles-mêmes. Ouais, c'est important. Et aussi, ils ne se connaissaient pas entre eux. Voilà. Ouais, d'accord. Ça, c'était important. Il fallait que ce soit 9 personnes qui ne se connaissaient pas. Mais donc, et puis, ça s'est fait assez naturellement, finalement. On en avait beaucoup, puis voilà, au fili aussi, il y en a qu'on a éliminé parce que il y en a qui, voilà, dès qu'on avait un petit doute, le moindre doute, en fait, on les a éliminés. Et c'était important aussi que leur façon de recevoir soit différente. Que ça ne soit pas que qui vivent du channeling ou des trucs comme ça. Il fallait vraiment des trucs un peu différents. Justement, c'était intéressant pour voir si on sort de la même façon de recevoir, si on reçoit quand même, si on reçoit pareil, si c'est, etc. À l'inverse, vous avez fait une sélection. Est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles vous vouliez travailler sur cet ouvrage, sur ce document, et qui vous ont dit non, je me sens pas à la hauteur, ou j'ai un peu peur de cette expérience? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont dit nous on veut pas y aller? Non. Au contraire, peut-être. Non, en fait, il y en a plusieurs. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à leur voix si c'était une bonne chose. Voilà. Si en gros, ils avaient l'autorisation des instances supérieures. Et visiblement, à chaque fois, ça a été même très positif. Donc, mais voilà, il y en a certains qui ont un peu hésité, mais on n'a pas eu de refus. Ouais. Non, à la limite, il y en avait qu'on n'a pas choisi et qui auraient bien aimé participer. Ouais, je pense. Ouais, j'imagine. C'est sûr que c'est quand même une belle expérience. Ouais. Et encore une fois, c'est une trace, un sillon qui se dessine et qui, j'espère, aura vocation à se creuser un petit peu plus. On l'espère aussi. Oui. Vous avez mené, alors je ne sais pas si on peut parler de 3 séries d'entretiens, mais en tout cas, vous avez mené des entretiens par thème. Comment les avez-vous définis? Vous avez défini avec les personnes réceptrices? Comment sont venues les questions en fait? C'est nous on l'avait préparé. Au début, c'était une vingtaine de questions, et puis plus ça avançait, plus on en a rajouté. Donc après, il fallait en enlever. Après, alors après, on en a enlevé certaines, mais on les a pas toutes présentées dans le livre non plus. Après, il y avait des sous-questions parce que chaque réponse a impliqué des fois d'autres questions. Donc ça s'est fait un petit peu, ça s'est construit progressivement, mais on est parti vraiment avec les questions qui nous animaient en fait, tout bêtement. C'est les questions qu'on se pose nous depuis toujours. Alors il y a des gens qui nous disent mais pourquoi vous n'avez pas posé telle question? Alors des fois c'est parce que simplement on l'a posé mais on l'a pas mis dans le livre. Des fois c'est parce que c'était pas une priorité pour nous. Mais c'est vrai que c'est sans fin. Après on pourrait en poser plein. Non, on n'a pas posé de questions banales non plus. On est resté dans des questions quand même relativement intenses. Forte, hein, parce qu'on n'a pas demandé comment on a les numéros du loto, je sais pas quoi. Nous, on est resté sur vraiment le fond du fond. Ou alors vous les avez demandés, mais vous les avez pas publiés dans le livre. Alors, oui, il y a des questions plus personnelles qu'on a pas mis dans le livre. Ça c'est possible aussi. Comment se sont passés les entretiens? Vous les avez fait d'un bloc
où vous les avez scindés et refondus pour rendre le livre plus lisible. Comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est passé en fait? Non, ils se sont échelonnés sur une période de quasiment 2 ans. Ouais. Hein. D'accord, quand même. Ouais. Et en fait, c'était un peu en fonction des disponibilités des personnes. Il y en a qui étaient de passage à Genève, donc une des participantes qui est au Québec, donc voilà, elle était à Genève, donc elle, on l'a fait tout d'un bloc. Ouais. C'est la seule, je crois. Et puis Jessica aussi. Ceux qui étaient à l'étranger, voilà, ils sont venus. Il y en a qui sont venus, on a refait des trucs après à distance. Ah oui, après, des fois, on a complété en faisant aussi par Zoom certaines questions. On ne faisait pas que ça, on avait des compléments d'activité par ailleurs, donc des fois, il fallait prendre le temps de pouvoir contacter les gens et faire le travail. Et qu'eux soient disponibles, ouais, c'est ça. Donc, ça a été en fait, après, on a repris tout et puis voilà, on s'est rendu compte que finalement, il y avait trois catégories, mais c'est vrai que les entretiens ne représentent pas forcément l'ordre dans lequel on a posé toutes ces questions. Des fois, il y en a certaines qu'on a mis en premier qui étaient plutôt vers la fin. Ce qui était intéressant, c'est que des questions qu'on avait posées tout au début, si on les reposait 3 ans après, on avait plus ou moins la même réponse. C'était constant. On va rappeler les thèmes. Le premier entretien, le thème principal, c'est la communication. Et la communication avec l'invisible, hein, on va dire les choses. Vous posez des questions telles quelle est la source qui émet ces réponses ici et maintenant? A-t-on également, il y a différentes sortes d'êtres qui connectent ces personnes réceptrices? Et puis vous demandez quand même, et c'est une question intéressante, qui m'intéresse en tout cas, y a-t-il des formes de vie extraterrestres? C'est une des questions que vous avez posées. Dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui vous intéressait dans le cadre du travail que vous avez mené? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent, une possible forme de vie ailleurs qui communique avec nous, mais d'autres planètes? C'est-à-dire, c'est un domaine qui nous intéresse. Bon, c'est un peu ambigu, toujours actuellement de s'intéresser à ça. Mais nous, les questions, pour nous, c'était juste intéressant de confirmer ou de pouvoir faire voir à d'autres que c'était confirmé, qu'il y avait effectivement quelque chose au niveau d'être toujours dans notre dimension, mais qui viendrait d'une autre partie du cosmos. C'est-à-dire que c'est pas un sujet, ça fait pas partie de nos sujets de recherche, la vie extraterrestre. C'est un domaine en soi qui mériterait, voilà. Donc ça fait pas partie de nos sujets de prédilection, mais dans tous les témoignages qu'on reçoit depuis 25 ans, c'est un thème qui revient régulièrement. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie, malgré tout, des états modifiés de conscience. Voilà, il y a des gens qui relatent des rencontres, etc. Donc, et à titre personnel, c'est un sujet qu'on trouvait quand même très intéressant. Et à ce titre, j'en profite, je réalerte nos spectateurs. Il y a la possibilité, encore une fois, on est dans la possibilité que d'autres formes de vie, sous d'autres formes de plans ou autres communiquent avec des personnes réceptrices. Après, il faut rester vigilant, parce qu'on a dit en début d'émission, il y a quand même à boire et à manger, et c'est pas parce qu'une personne se dit prophète d'une autre forme de vie qu'elle est automatiquement. Donc à partir du moment où elle vous demande votre numéro de carte bancaire, là, il faut commencer à se méfier. Un petit peu ça quand même, parce que c'est vrai qu'en ce moment on voit une explosion de néoprophétisme quelque part, et ça peut aller assez loin, donc soyez quand même vigilants bien sûr là-dessus, amis spectateurs. Quand on entre dans ce domaine aussi, c'est ambigu parce que on peut être dans notre dimension, dans le visible, mais ça touche d'autres dimensions qui sortent de l'ordre de l'invisible, mais aussi peut-être concrètes. Là, on rentre dans un domaine extrêmement large et vague. Donc, c'est compliqué de... Là, c'est vraiment des petits bouts qu'on pourrait mettre les uns avec les autres dans ce domaine. C'est encore tellement vaste. Mais c'est vrai que quand je lisais votre livre, je pensais à une certaine forme de cinéma. Par exemple, quand on regarde les films Marvel avec le Docteur Strange, ça va assez loin niveau concept. C'est ce genre de film que vous devez vous dire, voilà, il y a une recherche, il y a des pistes intéressantes quand même, non? Oui, c'est-à-dire que même plus basiquement, quand on voit Star Wars ou des trucs comme ça, on voit que probablement, ils ont travaillé avec des gens médiums au niveau du scénario aussi. Après, bon, c'est l'imaginaire aussi qui peut
construire des choses, mais beaucoup des gens, à mon avis, qui travaillent sur ces scénarios sont un petit peu connectés déjà avec d'autres dimensions. Hein. Bon, Claude Charles, dites-le nous, c'est vous le scénariste des Marvel? Eh ben ouais, ça y est, bon, j'avoue. Voilà, on a obtenu notre scoop. Sur le deuxième entretien, donc on est un peu plus sur au-delà de l'incarnation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose après la mort de notre corps physique? Ça, c'est un sujet qui vous passionne aussi, j'imagine. Bien sûr. Ben oui, d'ailleurs, moi j'ai commencé toutes mes recherches avec les expériences de mort imminente, donc c'est vrai que la question de la mort, moi, c'est toujours été assez centrale dans ma vie, et je pense qu'on a pensé aussi que c'était une question qui allait quand même intéresser beaucoup de gens, donc c'est vrai que c'est l'entretien qui est le plus costaud, on va dire, où là, on a été le plus loin dans les sous-questions. Et on a beaucoup de témoignages aussi. Là. Nous, on nourrit beaucoup nos connaissances, entre guillemets, des témoignages qu'on reçoit. Nous, on reçoit quand même on a des milliers de témoignages qui sont archivés, imprimés et tout. Hein. Donc, à travers tout ce que nous rapportent ces personnes, ces témoins, on a beaucoup de possibilités d'aller, de concevoir. C'est beaucoup la base de notre travail. Hein. Je trouve que ce sont des sujets abyssaux, hein. Enfin, je veux dire, on ne voit pas le fond, c'est extraordinaire. Et le plus fou, c'est de se dire que peut-être qu'on parle à une information d'une personne décédée, elle n'a plus de corps physique, mais l'information est là. Mais au-delà de ça, on peut peut-être parler aussi à une forme de vie qui est sur un autre plan matériel, et puis à côté de ça, avec une forme de vie sur une autre planète. Voilà, c'est complètement fou. Si c'est ça, en fait, on est autiste aujourd'hui. En fait, c'est gigantesque. Et c'est ce qu'on dit à la fin, c'est qu'il y a si on ouvre vraiment, et c'est notre but en fait, c'est d'ouvrir le plus possible à tous les possibles, c'est de ne rien exclure, puisqu'il y a suffisamment de données pourquoi exclure certaines choses, et on aboutit à une vision de la réalité qui donne le vertige, quoi. C'est une complexité infinie. On sait bien que ce qu'on a essayé de faire en dressant justement un peu cette cartographie, ben, ça c'est limite, et que c'est gentil certainement, mais enfin nous on s'est fait très plaisir en le faisant, et puis je pense que c'est utile quand même, mais on sait bien que ça se limite, puis que ça nous dépasse totalement, hein, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en sous-titre quelque part l'infini des possibles. C'est l'infini des possibles. Là c'est vrai que j'ai l'impression en lisant le livre qu'en fait on est sur une espèce de pilier, de colonne, et puis que d'un coup on éclaire tout autour de nous, et puis en fait on se rend compte qu'on connaît rien. C'est une bonne image, c'est un peu ça, ouais. Mais vraiment, amis spectateurs, je vous dis, vous n'en sortirez pas, enfin, vous sortirez changé, j'allais dire pas indemne. Mais je suis déjà très secoué dans ma tête, donc ça va pour moi. Mais quelqu'un qui découvre le sujet, là, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est pour ça qu'on se conseille même de le lire vraiment doucement. Il faudrait mettre un petit warning, en fait. En tout cas, le deuxième chapitre sur les entretiens, je pense que c'est bien d'y revenir, de le lire vraiment en profondeur, de se mettre en résonance avec les réponses qui sont données aux questions. Et même nous, quand on relit justement ces entretiens, parfois on les reprend un peu au hasard, on est étonné, on a l'impression de les redécouvrir. C'est-à-dire que chaque fois qu'on les lit à quelques semaines, quelques mois d'intervalle, on va comprendre d'autres choses. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que les différentes personnes réceptrices, quand elles relisent ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont reçu comme message, et aussi ce qu'ont reçu comme message les autres, ça les bouleverse, hein, même dans le corps. Voilà, peut-être c'est ça qu'on devrait dire, je ne sais pas à ce moment-là, c'est que donc l'idée aussi d'interviewer ces 9 personnes, c'était de se dire si effectivement, enfin de poser l'hypothèse suivante, si elles connectent effectivement une dimension dans laquelle il y a une source omnisciente et qui peut nous donner des informations qu'on n'a pas, logiquement, elles devraient toutes donner des réponses plus ou moins identiques aux mêmes questions, sans se connaître. Et en fait, c'est ça. Et à contrario, si on a des réponses qui partent dans tous les sens, bon, on peut commencer peut-être un petit peu à douter et à se demander si c'est pas l'imaginaire de ces personnes qui travaillent un peu trop. Et en fait, ce qui a été vraiment bluffant pour nous, c'est que les réponses sont d'une cohérence incroyable.
parce qu'elles ne sont pas identiques, mais elles ne se contredisent jamais. Elles disent à peu près la même chose, mais avec des mots différents selon la personne. Et parfois en développant un peu plus un aspect ou un autre, mais elles vont toutes dans la même description. Et ça, c'est assez étonnant. Et ce qui était encore plus étonnant, c'est que donc on a, dans ces 9 personnes, il y a le cas de Nicolas Fraisse, donc, qui est un peu le point de départ de tout ça. Voilà, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est avec ce phénomène s'était produit pour la première fois. Et donc, lui, on lui a soumis les questions, toujours avec la même procédure qu'on avait employée par le passé, c'est-à-dire on prépare toutes les questions à l'avance, on les enferme dans des enveloppes, on les mélange, et puis on lui en pose une devant lui, et lui répond, enfin entend la réponse, alors qu'il ne connaît pas la question. Ah oui, d'accord. Ce qui est incroyable, et d'une précision, je veux dire, quand on lit le texte, nous, on peut automatiquement savoir à quelle question ça correspond, tellement c'est précis, il n'y a pas de doute. Souvent, les mots sont repris, les mots de la question sont repris, enfin. Et donc, lui a obtenu des réponses qui étaient aussi cohérentes avec celles des 8 autres personnes, ce qui en plus valide un petit peu ce qu'ils ont reçu eux, parce que à la rigueur, eux, on pourrait dire, bon, ben, malgré tout, même si on est convaincu du contraire, mais un sceptique pourrait nous dire, bah, ils ont beaucoup d'imagination, voilà, ils ont lu beaucoup de choses, ils peuvent inventer ces réponses, ce qui n'est pas le cas, parce que souvent, c'est des gens qui ne s'intéressaient pas à ces phénomènes. Mais là, en plus, ben, Nicolas, qui lui ne connaît pas la question, a des réponses qui collent avec celles des autres. C'est là où on a un peu dévié de notre projet apparemment scientifique dès le départ, puisque ce qui était intéressant pour nous, c'était de valider la cohérence des réponses. Et puis petit à petit, ce qui était devenu intéressant pour nous, c'était plus les personnes réceptrices, c'était le contenu des messages. C'est ça. C'est là où vraiment on a dévié. Parce que quelqu'un reçoive, puisqu'on recevoir, entendre des voix ou des choses comme ça, c'est bien, mais il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Par contre, ce qui est contenu dans les messages, c'est vraiment une porte ouverte sur l'infini. C'est autre chose. Et c'est pour ça que là, on sort peut-être du domaine un peu, entre guillemets, scientifique. Hein. Oui, voilà, ça a pris une tournure plus, on va dire, plus spirituelle, même si le mot est très galvanisé. Malgré tout, vous indiquez que vous avez obtenu, dans le cadre des témoignages, il y a des vraies concordances scientifiques sur des questions qui sont quand même pas neutres. Est-ce que le temps existe ou n'est-il qu'une illusion? Est-ce que tout n'est pas que vibration? Enfin, voilà, il y a quand même des questions de fond. Oui. C'est ça qui était intéressant, c'est que ces personnes qui, alors elles n'ont aucune base scientifique, qui ne s'intéressent pas spécialement à la science, on va dire même pas du tout, ont reçu. C'est ça, en fait le contenu des messages n'était pas mièvre ou un peu cucu ou un peu comme des fois des fois c'est un peu gentil. Comme on peut le lire. D'accord. Et là, en fait, c'était un contenu très abstrait, mais avec des apports, on va dire, oui, qui pouvaient retrouver des questionnements qu'on peut avoir en science. Et on a montré que les réponses qui étaient apportées concordaient effectivement avec, en tout cas, les questionnements des scientifiques actuels, avec des théories qui peuvent être acceptées par certains, mais pas forcément par tous. Enfin, voilà, c'était d'un niveau assez élevé. Voilà, le contenu des messages était d'un niveau quand même qui était... Moi, ce qui m'a passionné, c'est la mort. N'existe peut-être pas, et ce point qui aujourd'hui est vraiment important. La conscience créerait la matière, parce que est-ce que c'est la matière qui crée la conscience ou la conscience qui crée la matière? Si c'est réellement la conscience qui crée la matière, là, on est sur un vrai changement de paradigme quand même. Exactement. Ouais, c'est là. Là, plus on va loin dans le livre, plus on va vers ça. Ça, c'est le retournement de perspective. Ouais, ça c'est fou parce que et là on comprend mieux pourquoi ça va être difficile de le faire accepter. Enfin, ce changement de paradigme, à quel point ça va être difficile parce que ça remet tellement de choses en question. Là, on entre dans tout le monde, on perd tous nos repères, quoi. On n'a plus, il n'y a plus rien, on peut plus se raccrocher à rien en fait. Et au-delà de ce que le cerveau humain. Alors, j'avoue, pendant la lecture, et c'est un compliment venant de ma part, soyons clairs,
J'avais un peu l'impression de relire une version améliorée, actualisée du livre des médiums ou du livre des esprits d'Alan Kardec. Est-ce que vous avez eu cette impression parfois, vous aussi, des fois, de continuer ce travail de Kardec et de ses équipes sur ce qu'ils avaient pu amorcer? Pas forcément, bien que nous, on trouve très bien ce personnage et ce livre. C'est important aussi, ça permet de faire une différence entre les médiums qui travaillent avec des défunts et qui reçoivent des messages, là, mais c'est souvent des messages, oui, je vais bien, je t'aime, machin et tout, par rapport à ce qu'on a reçu, ce que les personnes réceptrices ont reçu comme message. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que quand un médium travaille avec les défunts, le défunt, il est là, ou il n'est pas là, ou il vient après, ou c'est un autre qui vient et tout. Puis, tandis que quand on travaille comme ça avec la source, on va parler clairement avec la source, les réponses sont immédiates. Claude Charles, il va falloir définir ce qu'est la source. Alors, parce que vous avez dit le mot, c'est une question que je voulais vous poser, hein. Mais qu'est-ce que vous entendez par la source? Ah oui, alors on reviendra à la source. Ce que je voulais faire remarquer, c'est que la réponse, elle est immédiate. Presque comme si c'était parce qu'il y a une réponse, la réponse est là, il faut poser la question pour que la réponse puisse être. Et c'était ça qui était étonnant. Et puis, bon, on posait des questions en français, on avait des réponses en français. Mais on le sait très bien, on n'a pas pu le faire. Mais si on avait parlé en anglais, on aurait eu les réponses en anglais. Si on parlait en chinois, peut-être on aurait eu les réponses en chinois. Malheureusement, bon, on était restreint dans notre capacité de faire ce travail. Mais c'est ça qui est vraiment important. C'est comme l'info globale, elle est dans la conscience globale. Donc, c'est immédiat. Donc, maintenant, la source, ben, il explique la source. La source. Voilà, question compliquée. Hein. La source est un mot pour bien pratique pour définir ce qu'on ne peut pas définir, en fait. Ouais. Voilà. C'est l'origine de tout, c'est ce qui est à la base de tout, de la manifestation, de la non-manifestation, de tout. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais est-ce que c'est ce que certains appellent Dieu ou ce que certains appellent le grand architecte? Est-ce que c'est ça que vous entendez par la source? Non, enfin oui et non. C'est-à-dire que l'être humain, il a besoin de se mettre des mots sur les choses, peut-être de les concrétiser. S'il dit Dieu, il va faire des représentations de Dieu. Hein. S'il dit grand architecte, ça y est, on fait le dessin qui illustre. Ça, c'est l'être humain. Il y a un moment donné où l'être humain, il est au bout de sa conception. Donc, il faut quand même, pour se rassurer et pas avoir l'impression qu'il devient fou, construire quelque chose autour de ça. Donc, c'est pour ça que souvent, Dieu, l'homme a créé un Dieu ou des dieux à son image, hein, parce que ça lui permet d'avoir des repères. Bon, après, là, on rentre dans un domaine aussi qui est très, très large, aussi dans la conception de ce que peut être Dieu. Voilà, ça aussi, c'est une question qui mérite aussi presque un livre entier. Ouais. Là, c'est une source qui est effectivement à l'origine de tout, comme on pourrait le dire d'un Dieu, mais qui est totalement abstraite et impersonnelle. On n'est pas dans la noosphère de Teilhard de Chardin, par exemple, on est d'accord. Par moments, si, ça peut correspondre. On arrive à un moment où il y a une ambiguïté énorme un peu partout. Ouais. C'est pour ça que quand j'ai lu Source, je pense comprendre ce que vous entendez par source, mais je me suis dit, les lecteurs qui risquent d'être un petit peu perdus par ce terme quand même. En fait, c'est pas nous qui l'avons employé. Si vous regardez bien, en fait, dans les entretiens, ce mot est revenu tout le temps. Quelle que soit justement la personne réceptrice, quand on demandait, par exemple, de qui venaient les réponses, ou qui émettait les réponses ici et maintenant. Alors, certains se sont plus ou moins définis, mais tous ont dit, mais au bout du compte, la réponse vient toujours de la source. Voilà. Et cette source, voilà, c'est eux qui ont employé ce terme. Mais c'est un mot qui est assez commode. Oui, et puis symboliquement, une course, c'est de là d'où tout coule, ou j'allais dire de là où tout démarre, mais non, parce que la source, elle vient de l'eau des montagnes. Enfin voilà, ça veut dire que la source aurait peut-être elle-même une origine. Voilà, alors que là, on arrive plutôt à une notion de quelque chose qui a toujours été là, où il n'y a pas de début, pas de fin, il n'y a pas de commencement, il y a d'infini et d'éternel, quoi. De vraiment. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que
des êtres qui vont vivre des expériences qu'on appelle transcendantales, ou même certaines fois dans des expériences de mort immédiate, mais c'est l'état d'omniconscience, omniscience et omniconscience. Dans cet état d'omniscience, la personne, elle ne le sait pas au moment où elle est dedans, mais quand elle revient, elle sait qu'elle a su. Et là, c'est un état extrêmement intéressant. Ça donne justement la limite de l'humain. Et lorsqu'il est sorti de sa peau d'humain, il est passé dans un état qui lui permet de vivre ce qui est, ce qui est. Enfin, il a toutes les réponses. Enfin, c'est terriblement frustrant aussi. Vous savez que vous avez su, mais vous savez que vous êtes entré dans quelque chose qui ne peut pas comprendre ce que vous avez su parce que c'est limité. C'est aussi terriblement frustrant, j'imagine quand même. Oui et non, parce que bon, cet être-là, il sait que c'est. Voilà, c'est apaisant en même temps. C'est que... Alors, c'est un peu comme s'il est allé au bord de la mer, puis il n'y est plus, il est chez lui, mais il sait que la mer existe. Ouais, il sait peut-être plus que c'est la mer, mais il sait que ça existe. Voilà. J'imagine les gens qui écoutent les émissions du Maybe en général pour essayer de s'endormir, par exemple. Ils écoutent notre entretien, je les imagine avec les yeux ronds, en disant mais là je vais pas pouvoir dormir. C'est complètement fou et abyssal ce que disent ces personnes. Bon, la question après, vous qui avez beaucoup travaillé sur la conscience, vous l'avez dit vous-même, ce sont des témoignages qui vous ont fait évoluer. Quelle est votre vision aujourd'hui de la réalité? La réalité, c'est quoi? On vit dans une matrice. Comment vous voyez les choses aujourd'hui à titre personnel? Non, on ne vit pas dans une matrice parce que c'est une réalité. C'est une des facettes de la réalité dans laquelle on est. C'est le problème. Tant qu'on est dans une incarnation, on est dans une facette de la réalité. Si on rentre dans le domaine de possibles réincarnations et au-delà, c'est une multiplicité de réalités et qui sont peut-être en train de se chevaucher, mais de s'interférer les unes avec les autres. Hein. Et là, à nouveau, on retombe sur le problème qu'on ne peut pas le concevoir. On peut le concevoir un peu intellectuellement, la preuve, mais à un moment, on ne peut pas entrer tout ça dans une compréhension vécue. Parce que on a tellement de témoignages de gens qui vivent justement un peu dans des espaces différents, des choses différentes, et en même temps et pas en même temps. Cette réalité-là, en 4 dimensions dans laquelle on est là sa limite. Mais sa limite ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas autre chose. Ouais, la seule chose dont on est convaincu, c'est ça, c'est qu'il y a une infinité d'autres dimensions, d'autres plans, d'autres mondes, que tout ça est imbriqué de manière extrêmement complexe et que finalement, rien n'est impossible. Alors justement, vous me permettez de vous poser la question qui me brûle les lèvres depuis un moment, parce que vous parliez de personnes réceptrices. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut s'apprendre, comme on peut apprendre le langage, les mathématiques? Est-ce que vous pensez qu'avec une bonne technique et une bonne compréhension du mécanisme, demain, nous pourrions tous être réceptifs? Alors, c'est un peu le message de notre livre, en fait. C'est d'inviter même les gens à essayer de retrouver cet état. Mais pour nous, ce n'est pas une technique. Au contraire, c'est plutôt se mettre dans un état de disponibilité pour que quelque chose puisse... pour pouvoir se reconnecter simplement à quelque chose qui est déjà là, mais qui est toujours obstrué par notre mental, par toutes nos activités, par cette espèce de course effrénée dans laquelle on est. Alors oui, tout le monde peut se reconnecter. Après, tout le monde n'est pas amené à vivre ce que vivent les 9 personnes qui sont dans notre livre, c'est-à-dire converser facilement avec une source et entendre des voix. Ça, c'est certainement pas sur le chemin de tout le monde, mais comme tout le monde peut faire un petit peu de piano, mais peu de gens vont être virtuoses. C'est de la même façon. Mais c'est pas grave, parce qu'à titre personnel, si on arrive à se remettre dans cet état, simplement ressentir cet état de connexion, ça va apporter énormément. Je veux dire, ça apporte
une forme de plénitude, de sérénité, de joie au quotidien. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire des choses folles. Je veux dire, il y a simplement, comme on le dit, c'est ralentir son rythme, prendre du temps seul, être seul, accepter d'être seul avec soi, accepter de se reconnecter avec ses ressentis, être très à l'écoute, voilà, de ce qui se passe dans le corps. Et puis là, on ressent des choses. Cette connexion, on la ressent assez vite. Après, de là à recevoir des informations, ben, ça peut survenir ou pas. Mais cette connexion, par exemple, avec le monde, avec la nature, avec cette vibration ambiante, on peut la ressentir assez facilement. On pourrait même pousser plus loin en disant ressentir la connexion avec la conscience. Vous savez, je reste convaincu que tout le monde a vécu un moment ou un autre une expérience. Le tout, c'est de le comprendre et de l'accepter. Ouais, voilà. Exact. Ouais, ça peut faire peur aussi, quand on ne sait pas du tout ce que c'est. C'est pas du tout notre culture actuelle, en tout cas pas la culture occidentale. Parce que après, c'est ambigu aussi, parce que si ça devient une recherche, donc c'est le mental qui va agir, tous les problèmes qu'il peut créer. Donc c'est en même temps accéder au silence, parce que tout est contenu dans le silence, puisque théoriquement à ce moment-là, on va être connecté à la conscience, donc tout est là. Mais comment accéder au silence? On rentre à ce moment-là dans des trucs très simples, très basiques de thérapie très basique, c'est-à-dire bien voir son mental, voir tout ce qui va déclencher en réaction, etc. Et voir qu'en vérité, tout son bavardage nous coupe du silence, et dans le silence, on peut entendre autre chose que son bavardage. Oui, le silence n'existe pas, c'est silence au monde matériel pour laisser la place au monde invisible peut-être. Voilà, un peu ça. Les amis, ça en fait des concepts à appréhender quand même dans cette émission. C'est ça, c'est silence-conscience, conscience-silence. Ouais, là, on retrouve d'ailleurs, c'est intéressant, la vibration cosmique originelle. Ouais, alors, une technique de choix quand même pour ça, c'est la méditation. Ça, c'est sûr que pour accéder justement à cet espace en soi de silence où il peut survenir des choses, c'est la méditation. Mais de nouveau, sans attente. Mais pour ça, il n'y a pas besoin d'en faire 10 heures par jour. Hein. C'est simplement, si c'est régulier, tous les jours, un peu comme des rendez-vous avec soi-même. Déjà, de toute façon, on va se sentir mieux. Alors, il faut le faire simplement parce que, un peu comme un truc d'hygiène, on prend sa douche le matin. C'est vrai. Des petits moments comme ça pour soi, puis on y prend vite goût, en fait, de se rendre compte qu'on peut se poser, on peut se couper, voilà, de l'extérieur et être avec soi, c'est juste un bonheur. Hein. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'imagine pas ne pas prendre de douche pendant une semaine ou garder ses vêtements pendant 15 jours. Hein. Exactement. C'est du même ordre. Alors on arrive pratiquement à l'heure d'émission, ça passe très vite parce que ce sont des sujets vraiment passionnants et abyssaux. Au niveau d'Isnoé, vous continuez à collecter des témoignages. Si quelqu'un voulait vous partager son expérience, c'est possible. Comment on peut faire? Oui, bien sûr. Il faut passer par le site internet. Voilà. Là, il y a un formulaire soit passer par le formulaire où on peut de témoignages, soit nous envoyer un email. À ce moment-là, c'est nous qui le recevons. Mais oui, on continue à recevoir. Oui, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que depuis que le livre est sorti, déjà, on a reçu des témoignages de gens qui vivent le phénomène et qui se sont amusés à répondre aux questions qui sont dans le bouquin. À poser les mêmes questions. Et c'est pas mal, ça. Ils recevaient des réponses qui étaient cohérentes avec ce qu'ils avaient. Alors, ils étaient contents parce qu'ils avaient des réponses. Bon, après, c'est toujours un peu délicat parce qu'une fois qu'on a lu le livre. Ah non, mais ils l'ont fait avant de le lire. D'accord, ils ont vu qu'il y avait les entretiens. Ils ont noté les questions dans la matière, puis ils l'ont fait. Après, bon, voilà, il faut qu'ils se soient de bonne foi, mais bon, ils n'ont pas d'intérêt à nous raconter des bobards, vu qu'on ne va pas les rencontrer, certainement. Et voilà, mais voilà, c'était assez amusant. Oui, parce qu'on rappelle que Connexion est sorti en septembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, 12 octobre. Ah, d'accord, oui. Alors, il était imprimé en septembre, mais voilà, donc il est disponible, bien sûr, partout. Hein, un beau cadeau de Noël, d'ailleurs, je trouve. Un cadeau intelligent et utile. Ce serait super cadeau de Noël. C'est même le cadeau idéal pour Noël. Hein. Faut pas... Plutôt que d'offrir un pull moche qu'on mettra jamais. Voilà.
Bon, pour finir l'émission, j'aimerais lire un passage que vous mettez dans l'épilogue et qui rejoint bien tout ce que vous avez dit pendant cette émission. Vous écrivez: ce livre est un appel vibrant à retrouver le sens profond de notre existence en faisant taire notre intellectuel au profit de notre intuition et en s'ouvrant aux réalités subtiles et invisibles. Nous appartenons à un réel infiniment plus complexe et plus vaste que ce que nous percevons, animé d'un sens qui nous dépasse, mais dans lequel nous avons une place unique et auquel nous participons de façon active, parfois même à notre insu. Se sentir relié à quelque chose de plus grand qui de surcroît a un sens est fondamental pour notre évolution. Savoir cela et s'en laisser imprégner procure également une joie et une sérénité incomparables. Voilà, je pense que ça résume bien peut-être l'objectif final du livre. Ben, c'est un des constats en tout cas, c'est que on s'est rendu compte que bon, la science, c'est fantastique, ça nous permet de découvrir beaucoup de choses, mais que dans ces domaines-là, il y a un moment où il faut, voilà, faire taire son intellect, faire taire son mental, et puis il n'y a que l'expérience vécue qui va nous renseigner. Et c'est pour ça qu'on appelle les gens à essayer de se reconnecter, parce qu'ils auront leurs propres réponses et de ne pas tout le temps s'en remettre à quelqu'un d'extérieur, d'ailleurs de ne pas nous croire nous, mais voilà, de se reconnecter, et ils verront que ça va être une source de joie incomparable. Sylvie, pardon, la conscience, c'est pas une énigme à résoudre, c'est un mystère à vivre. On est bien d'accord avec ça. Sylvie, Claude Charles, voilà, c'est ça aussi que j'aime dans votre travail et que j'aime ce livre, c'est que vous n'êtes pas des gourous. Vous l'avez tout à fait résumé dans ce que vous avez dit. Vous n'êtes pas des gourous, vous ne dites pas on a la vérité, écoutez-nous et ça va bien se passer. Vous dites plutôt expérimentez, donnez-vous cette chance d'expérimenter, vous verrez des résultats que vous obtiendrez. Voilà, nous on partage nos observations. D'ailleurs, tout le livre est écrit au conditionnel. Ouais. À la fin, on se permet de dire, voilà, nous quand même, quelle est notre opinion après 25 ans de recherche. Mais voilà, on n'a absolument pas la prétention de détenir aucune vérité, aucun modèle, quoi que ce soit. Nous, on partage. Voilà, c'est notre but. Travail exploratoire, on vous l'a dit. Tout à fait. Sylvie, Claude Charles, un grand merci de nous avoir consacré 7 heures d'entretien. C'était absolument passionnant. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup. J'espère que... Pour une autre fois, si besoin. Avec grand plaisir, mais vraiment connexion, un livre à avoir, à lire, à relire d'ailleurs, parce que je pense qu'une lecture ne suffit pas, et ce que je vous disais en off tout à l'heure, vraiment, je vous le dis les amis, vous ne sortirez pas indemne ou différent. En tout cas, si vous suivez le Maybe, vous avez déjà pas mal de notions que vous connaissez et qui sont quand même assez spéciales, mais vraiment un super livre, un super ouvrage, un super travail exploratoire. Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup Claude Charles, et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter très rapidement ensemble sur ces sujets. Avec plaisir, merci beaucoup. Très bonne fin de journée, à bientôt. Merci, au revoir. Bonne fin de journée aussi.